Et j'invite professeur Eraqi pour nous entretenir donc des hypothyroïdies vers une prise en charge spécialisée. Je n'ai nul besoin de présenter professeur Eraqi, mais je tiens tout particulièrement à la féliciter, ainsi que les membres du groupe de la SMEDIAN pour l'organisation et tous les efforts réalisés pour la réussite de notre congrès. Merci. Merci, professeur Safi. Ça nous touche tous d'avoir des remerciements et on est tous là pour travailler ensemble dans une ambiance agréable. Merci beaucoup. Alors, j'ai choisi, on va dire exprès, le titre « Hypothyroïdie, une prise en charge spécialisée » parce que souvent, on nous dit que l'hypothyroïdie, c'est facile, l'hypothyroïdie, c'est une pathologie que tous les médecins peuvent prendre en charge. Le souci, c'est que l'hypothyroïdie classique, telle qu'elle a été tout à l'heure un peu décrite par le professeur Caron, dans les deux versants femmes et grossesse et sujet âgé, l'hypothyroïdie classique du sujet jeune qui pose aucun souci diagnostique, etc., oui, elle peut être simple, mais que ça ne résume pas du tout l'hypothyroïdie en général. Il va falloir que nous, les spécialistes, on puisse travailler main dans la main avec toutes les autres spécialités, mais aussi les médecins de famille, pour qu'ils puissent garder à l'esprit que cette prise en charge reste spécialisée dans beaucoup de situations. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on dit prise en charge spécialisée ? On sait qu'elle est fréquente, c'est une pathologie fréquente, mais que les signes sont insidieux. Souvent, on peut même les confondre avec d'autres signes, ce qui fait qu'on va avoir un retard de diagnostic, surtout dans nos pays où en plus les patients risquent de ne pas consulter. Ils sont un peu fatigués. C'est normal, surtout si ça arrive par exemple à un âge comme l'âge de la ménopause, où on va avoir souvent après 50-60 ans plus d'hypothyroïdiennes. Eh bien, elles sont fatiguées, c'est normal, elles ont la peau sèche, c'est normal, il y a un petit ralentissement du transit, ça aussi c'est normal, et souvent, même s'il y a une dépression, on dit ok, c'est la ménopause. On a beaucoup de situations qui vont prêter à confusion et qui finalement font que le diagnostic n'est pas fait assez rapidement. Mais ce qui est important, c'est que ce dépistage soit fait par le médecin de famille, puisqu'ils ne vont pas venir chez nous, les endocrinos, directement, parce qu'ils ne savent pas de quoi ils sont malades, et que si le médecin de famille joue un rôle central dans le diagnostic initial et le suivi, je vais dire, des cas courants, eh bien, même un cas courant va nécessiter d'avoir une concertation avec nous, ça reste utile, et je vais défiler avec vous toutes les autres situations où il ne faut surtout pas qu'ils suivent le patient. Et c'est ça, en fait, qui fait que notre spécialité est belle, et c'est ça qui fait la diversité même des hypothyroïdies qui sont souvent négligées par les non-spécialistes. On a effectivement des cas sévères ou des cas associés à des pathologies sous-jacentes. Le sujet âgé a été très bien développé tout à l'heure, les femmes enceintes aussi, qui vont justement être une des particularités de l'expertise des endocrinologues que nous sommes. Alors, j'aime bien rappeler que l'hypothyroïdie, oui, c'est un diagnostic, mais que le diagnostic étiologique, eh bien, il est multiple, et qu'on peut avoir à la fois des hypothyroïdies avec et sans goitre, mais qu'il faut comprendre qu'on se retrouve devant beaucoup de situations où le diagnostic étiologique n'étant pas fait, on ne sait pas finalement quelle est l'origine de cette hypothyroïdie chez les patients et les patientes, surtout les patientes. On a, comme vous le voyez aussi, des hypothyroïdies en plus des post-ménopausiques ou classiques du postpartum. Et je vais dire, après la ménopause et après l'accouchement, elles ne consultent le gynécologue, elles vont consulter le médecin de famille, mais elles ne vont pas venir vers nous spontanément. Il faut absolument qu'on puisse garder ça à l'esprit et faire du dépistage dans toutes les autres spécialités de la médecine. Et puis, il y a des hypothyroïdies, je veux dire, iatrogènes, 20 ans après avoir eu une radiothérapie, par exemple, de la tête et du cou. On peut aussi avoir ce genre d'hypothyroïdie et les anticorps sont négatifs. Ce n'est pas Hashimoto, mais c'est une hypothyroïdie. Il va falloir qu'on puisse savoir ou qu'on puisse les dépister. Je vais parler aussi des oncologues, parce qu'à chaque fois qu'ils vont utiliser soit des inhibiteurs de tyrosine kinase, soit des immunothérapies, quel que soit le cancer, eh bien là aussi, on peut avoir des hypothyroïdies. Il faut qu'eux-mêmes puissent faire le dépistage et ensuite nous les adresser.
Et puis, il y a celles qui sont suivies par les pédiatres, notamment les hypothyroïdies congénitales. Et je vais dire un mot tout à l'heure sur la particularité du déficit thyréotrope, et on a déjà vu tout à l'heure l'état de résistance à la TSH, eh bien, qui sont souvent sous-diagnostiqués, qui vont être pris à tort pour une hypothyroïdie, et alors que le diagnostic étiologique est important parce qu'il va conditionner finalement la prise en charge et même le pronostic. Je ne reviens pas sur les thyroïdites, elles sont entre guillemets assez faciles à diagnostiquer. Et puis, ne pas oublier que lorsqu'on va avoir, et ça c'est nos amis cardiologues ou nos amis psychiatres, dès lors qu'on aura des traitements par lithium ou par amiodarone, ce qui est assez fréquent, assez fréquent de plus en plus, surtout chez les sujets âgés, eh bien, il va falloir faire le dépistage avant, idéalement, de prescrire ces thérapies. Et le Maroc étant toujours un pays de carence iodée, hein, on a iodé le sel, mais on le conserve mal. Et on cherche bien entendu à baisser la consommation du sel, ce qui fait qu'on continue à avoir régulièrement, en tout cas dans les CHU, mais je suis sûre aussi dans les médecines de ville, des patientes et des patients qui ont des gros goitres endémiques et qui sont dus à cette carence iodée. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le souci, c'est que la symptomatologie est vraiment trompeuse. On va avoir des symptômes qui ne sont pas spécifiques, qui peuvent être pris à tort pour des syndromes de fatigue. On en a beaucoup après la Covid, par exemple, ou de dépression. Et puis, il peut y avoir des formes atypiques. Ce qui est intéressant, c'est de regarder que finalement, dans ce nuage de signes cliniques que je viens de citer, eh bien, on a des différences entre les patients, bien entendu, euthyroïdiens, hypothyroïdie infraclinique, je ne reviens pas sur la définition, et les hypothyroïdies patentes. Et comme vous le voyez, dans les hypothyroïdies patentes, on va avoir les signes qui sont beaucoup plus exacerbés et que, en règle générale, c'est beaucoup la fatigue qui doit aussi porter attention. Il faut arrêter de dire aux gens, vous êtes fatigués, c'est normal. Il faut explorer ces personnes. Donc, si le diagnostic en endocrinologie, et ça, je redis les mots de notre maître, le professeur Jean-Louis Vémo, qui nous disait toujours, en tout cas dans le DU de la thyroïde et les autres situations où il venait nous voir, en fait, c'est une bonne écoute et un regard attentif. Il ne faut pas se fier uniquement au bilan de laboratoire. Il faut bien entendu écouter les malades, croire les malades, et puis examiner les malades, déshabiller les malades, pour qu'on puisse, en médecine, je vais dire tout venant, hein, quel que soit le type de médecin qui reçoit le patient, puisse au moins faire un dépistage. Et puis, par la suite, s'il pense que le patient doit être traité, parce qu'on va voir c'est une condition d'hypothyroïdie patente, il peut commencer le traitement et ensuite l'adresser au spécialiste pour le reste de la prise en charge. Donc, quand on parle, tout à l'heure vous avez fait le sujet âgé, eh bien, quand on a cette suspicion, et j'insiste beaucoup sur l'hypothyroïdie primaire d'origine thyroïdienne, eh bien, l'examen clinique et l'interrogatoire, bien entendu, est primordial. Il faut se fier à l'examen clinique, écouter et examiner, et ensuite, s'il y a beaucoup vous le savez, hein, si vous avez beaucoup de signes, vous pouvez faire TSH, T4, et si vous avez des signes qui sont un peu mitigés ou un peu trompeurs, on peut utiliser la TSH seule en première intention. Donc cette TSH, si elle est normale, on ne nécessite pas de faire des bilans des hormones périphériques, notamment la LT4, mais comme vous le savez, il y a aussi ces situations, et je vais vous en parler tout à l'heure, des hypothyroïdies centrales, où la TSH peut tout à fait être normale, elle peut même être basse, mais aussi élevée, on va dire inadaptée, et le patient va avoir une hypothyroïdie centrale et une situation hypophysaire qu'il va falloir explorer. Si on se fie uniquement à la TSH sans se dire qu'il y a une discordance entre la TSH et la clinique, on passe à côté. Par la suite, si la TSH, elle est entre, on va dire, la limite supérieure, généralement c'est 4 millunités par ml et 10, eh bien, on va refaire une TSH à 6 semaines minimum. Alors, souvent, on fait une T4 rapidement après, et si la TSH dépasse 10, quelles que soient les situations, bien entendu, on répète la TSH avec la T4. Alors, le diagnostic initial est très important, et puis on va voir que cette T4, si jamais elle nous permet d'identifier les hypothyroïdies avérées, eh bien on va aller rapidement vers le diagnostic étiologique, où un des éléments, c'est les anticorps anti-TPO, pas les deux en même temps, on ne fait pas les anti-TG initialement, on commence par les anti-TPO, ce n'est que par la suite, s'ils sont négatifs, qu'on va faire les anti-TG, et puis, bien entendu, une fois qu'on a un anticorps positif, il est inutile d'aller le titrer, de vérifier qu'il monte ou il descend, c'est un anticorps qui est destiné
au diagnostic étiologique. Et comme vous avez vu tout à l'heure, on a beaucoup d'autres situations où les anticorps sont négatifs, mais qu'il faut repérer pour savoir l'origine de cette hypothyroïdie. Alors, la prise en charge, elle est, on va dire, assez codifiée. On va avoir une hypothyroïdie avérée chez des patients. Alors, je vais revenir sur la grossesse et le sujet âgé. Je vais dire juste quelques mots, vu que le professeur Caron a bien développé sur 2 séances ces 2 situations particulières. Eh bien, lorsque la T4 va être basse, eh bien, l'hypothyroïdie avérée va nous entraîner un traitement par lévothyroxine, bien entendu. Avant, on aura vérifié tout le reste qu'on fait habituellement. S'il y a d'autres pathologies auto-immunes, notamment la maladie cœliaque. Et puis, les endocrinos ont fait des échographies cervicales assez facilement maintenant. Et je vous encourage à d'ailleurs continuer à faire des séances comme demain après-midi d'échographie pour que l'échographie devienne une routine quotidienne de chaque médecin endocrinologue. Donc, quand on va traiter chez l'adulte, alors c'est vrai que dans les papiers, on nous demande de débuter à 1,6 microgrammes kilo jour. Je vais être honnête avec vous, mais je pense que vous faites pareil. Habituellement, je commence plutôt à 1,2 parce que dès lors que je commence à 1,6, j'ai plus de patients. Alors, ça doit être peut-être une particularité génétique parce que ça ne peut pas être une situation que je rencontre que moi-même. J'ai beaucoup de patients qui vont tomber en thyrotoxicose lorsque je débute à 1,6 microgrammes kilo jour et les paliers ensuite vont être progressifs. C'est très important de garder ça à l'esprit. Lorsqu'on va avoir un patient fragile, eh bien, on a vu que le seuil n'est plus 10 mais 20 millunités par litre pour démarrer le traitement. Et puis, entre 10 et 20, j'aime bien dire, c'est obligatoirement un avis endocrino. Et puis, c'est une prise en charge, c'est une prise de décision partagée. Nous, on est habitués à discuter avec les patients en diabétologie pour prendre en charge, pour décider des traitements. Là aussi, cette situation particulière du sujet âgé avec une TSH entre 10 et 20, eh bien, relève d'une prise de décision partagée pour voir est-ce qu'il est intéressant pour ce patient. Est-ce qu'il pense aussi que ça peut lui être utile? Donc, chez les patients qui vont avoir, les personnes qui vont avoir une hypothyroïdie après l'âge de 65 ans, eh bien, vous le savez, on l'a vu tout à l'heure, les normes ne sont pas les mêmes que le sujet jeune. Pour qu'on puisse s'en rappeler facilement, au-delà de 60 ans, c'est 6, au-delà de 70 ans, c'est 7, au-delà de 80 ans, c'est 8. En fait, on enlève un 0, la TSH normale devient l'âge du patient moins le 0, et ce n'est plus du tout cet intervalle de 0,4 à 2,5 qu'on a dans les des 0,4 à 4 qu'on a dans les laboratoires. Ensuite, l'intérêt justement de répéter plusieurs fois, surtout dans les cas d'hypothyroïdie infraclinique, c'est que dans les études, eh bien, on avait, comme l'a bien démontré tout à l'heure le professeur Caron, pas de valeur ajoutée, et même peut-être au contraire, plus de thyrotoxicose qui allait être induite chez ce profil patient. Et donc, il faut savoir attendre, et puis par la suite, revérifier la TSH, si elle est dans les valeurs hautes, ne pas s'inquiéter plus que ça, notamment si la clinique n'est pas très importante. Et puis, on doit avoir 2 mois d'intervalle ou 3 mois d'intervalle des TSH qui dépassent la cible. Vous connaissez tous les études sur le shift de la courbe normale de la TSH qui va plutôt aller vers des valeurs hautes dès lors qu'on va dépasser 60 ans et qui font qu'on doit respecter ces TSH, puisque les centenaires, il y a beaucoup d'études qui ont été mises sur les centenaires, qui montrent qu'ils vont avoir une TSH qui reste élevée alors qu'ils vivent tout à fait normalement et qui n'ont pas de pathologie associée. Donc peut-être que c'est même un facteur de longévité. C'est bien de respecter les TSH élevés des sujets âgés, surtout si la T4 est normale, surtout s'ils ne vont pas avoir de TSH qui dépasse 20. Et puis, il s'agit très probablement d'une TSH qui va avoir une action diminuée et finalement, c'est pas plus mal qu'il soit un peu bêta-bloqué, un peu diminué le métabolisme basal. Il faut éviter de traiter tant qu'on n'est pas sûr de l'indication, notamment des hypothyroïdies infracliniques. Alors pour la femme enceinte, vous l'avez vu hier, je ne vais pas non plus insister beaucoup, on a plutôt tendance
à ne pas aller plus loin lorsque les TSH sont inférieurs à 2,5, bien sûr, et supérieurs à 0,4. Les patientes enceintes à risque d'hypothyroïdie qui vont avoir ces TSH qui sont très certainement les vraies normes, les vraies normales de la TSH, pour tout un chacun d'ailleurs. Mais lorsqu'on dépasse les 2,5 milliunités, eh bien, c'est le seuil qui dépasse 4 et qui va conditionner un traitement. Et puis, les anti-TPO qui seront positifs, qui vont nous amener à discuter du traitement lorsque le TSH est entre 2,5 et 4 et que les anti-TPO sont positifs. Comme vous avez vu hier également, eh bien, il y a des études qui ont montré que le quotient intellectuel des enfants dont les mamans avaient eu des hypothyroïdies non traitées et même infracliniques pouvait être diminué à 2 âges. Ils avaient été identifiés à 2 âges différents. Et donc, oui, il faut s'intéresser beaucoup à la femme enceinte par rapport à l'hypothyroïdie. Donc, il y a des besoins spécifiques et toutes ces populations, c'est les populations de tous les jours qui doivent absolument arriver chez nous, les endocrinos, très rapidement. C'est tout ce qui est insuffisance rénale, insuffisance hépatique, bien entendu les sujets obèses, je vais parler tout de suite du poids et des fausses croyances, entre guillemets, sur le poids et l'hypothyroïdie. Je ne reviens pas sur le sujet âgé, l'enfant et la grossesse. Et puis, toute personne qui va avoir une malabsorption ou des problèmes gastro-intestinaux, elle aussi, doit être, bien entendu, bilantée et va avoir des besoins de lévothyrox qui vont être élevés. Alors, ça, c'était la première partie. La deuxième partie, pour parler justement de l'intérêt du spécialiste dans l'hypothyroïdie, c'est « Docteur, j'ai pris du poids, est-ce que c'est la thyroïde? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux ?» Et on a beaucoup de patients qui viennent nous voir persuadés que leur prise de poids est directement due à leur thyroïde. Et d'ailleurs, quand on tape sur Google, et même parfois dans des livres de médecine ou je ne sais pas, des articles, je vais dire des mauvais articles, eh bien on se retrouve devant les symptômes généraux de l'hypothyroïdie, fatigue, somnolence, manque d'énergie, chute de cheveux, peau sèche, enrouement, goitre et constipation. Bon, c'est tendance à la constipation avec un ralentissement du transit, mais vous savez que cette prise de poids, eh bien, c'est quelque part, on va voir, est-ce que c'est de l'intox? Alors, vous pensez que c'est vrai? On prend du poids quand on a une hypothyroïdie? Oui? Oui? Oui, alors on va regarder si, lorsqu'on a une hypothyroïdie, est-ce qu'on prend du poids et on prend de la masse grasse, parce que finalement on cherche la masse grasse et non pas autre chose, mais aussi quel est le statut de la TSH des patients obèses. Parce que les patients, parfois, viennent vous voir avec des TSH un peu élevés, et vous allez voir ce que nous disent les études. Je remercie le professeur Jean-Louis Vémaud de m'avoir permis de partager avec vous 2 de ces slides sur l'état pondéral des hypothyroïdiens, où justement, quand on a une hypothyroïdie infraclinique, il n'y a rien qui se passe. Dans toutes les études, le poids ne change pas. Mais lorsqu'on va avoir dans les formes cliniques typiques, où on aura une grosse infiltration myxœdémateuse, eh bien oui, il peut y avoir une prise de poids de quelques kilos sur la balance. Mais ce n'est pas une prise de masse grasse. C'est uniquement ce myxœdème, cet œdème qui va faire que les patients vont prendre du poids. Et je ne suis pas en train de parler de vos patients que vous diagnostiquez avec des TSH à 6 et des T4 basses. Je suis en train de parler des patients qui tardent beaucoup pour venir en consultation ou qui errent beaucoup avant d'avoir le diagnostic. Et donc, il est très exceptionnel qu'il y ait des prises de poids importantes en dehors des anasarques et des œdèmes. Et ça, il est important qu'on puisse corriger cette fausse croyance chez certains médecins et bien entendu chez les patients. Maintenant, les personnes qui vont vivre avec une obésité, donc ces patients qui vivent avec une obésité et qui viennent nous voir en consultation alors qu'en fait, ils ont un poids X depuis des dizaines d'années, leur poids n'a pas augmenté progressivement, eh bien, il faut savoir qu'on va avoir une rétention hydrique, on le sait, chez les sujets obèses, mais il n'y aura pas les œdèmes.
Donc cette rétention hydrique peut arriver, mais elle n'est pas due à un œdème comme dans l'hypothyroïdie, et également qu'il n'y a pas d'anomalie au niveau de la fonction de la thyroïde chez le sujet adulte, même si la TSH peut être un peu élevée, mais qu'on a seule situation, on a trouvé que les TSH des enfants, d'ailleurs c'était des enfants avec une obésité, qui n'avaient pas de maladie, étaient supérieurs à des enfants minces, eh bien c'est possible, vous le voyez ici, qu'il y a une corrélation finalement entre la TSH et le BMI, que ce soit chez l'enfant et que chez l'adulte, mais que, in fine, l'augmentation de la TSH chez l'obèse, eh bien, elle ne va pas coïncider avec une diminution de la T4. Elle peut par contre augmenter un peu la T3, on va voir. Et puis, il n'y a pas de relation avec l'auto-immunité thyroïdienne. Et lorsque l'obèse va perdre du poids par tout ce qu'on va faire pour lui, ou qu'il fera pour lui d'ailleurs, eh bien, cette TSH va rediminuer, revenir dans les valeurs normales avec la réduction du poids. Il y a eu quelques études qui ont traité ces patients qui avaient des TSH élevés. Eh bien, elles ont normalisé la TSH, mais elles n'ont pas changé le poids du patient. Donc, moralité, l'hypothyroïdie n'est pas responsable d'obésité. Par contre, l'obésité peut être responsable d'un léger accroissement de la TSH. Et donc, quand on dit hypothyroïdie donne une prise de poids, si vous pensez masse grasse, c'est non, c'est faux, c'est le myxœdème. Et si on pense prise de poids dans l'hypothyroïdie, eh bien, ça va être chez quelques patients. Et on pense qu'en fait, il s'agit de mécanismes adaptatifs avec une activation de l'axe thyréotrope qui va aller par le biais de l'augmentation de la masse grasse chez ce sujet non malade et augmenter la leptine, qui va ensuite entraîner une augmentation de la TSH et l'augmentation de la T3 qui va en résulter. Et donc, ce sont simplement des mécanismes adaptatifs qui conduisent à des modifications des hormones thyroïdiennes chez les sujets obèses, mais ce n'est pas une maladie. Et là, il va falloir également s'arrêter, expliquer au patient qu'il n'est pas malade, même si son bilan est à la limite de la normalité. Troisième sujet de la spécialité, c'est le déficit thyréotrope. Alors, le déficit thyréotrope est encore plus compliqué. C'est 2% des hypothyroïdies et il y a encore moins de signes. C'est peu spécifique et par contre, dans les formes congénitales, on a plus de facilité à faire le diagnostic et en plus, il n'y a pas de goitre. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre le concept de TSH inapproprié. Si on a une TSH dans un déficit thyréotrope, eh bien, on sait que la TSH va être basse, normalement, c'est ce qu'on apprend aux étudiants. Mais par contre, en règle générale, la TSH est normale, dans les valeurs normales, dans plus de 70% des cas, elle peut même être un peu accrue. Eh bien, c'est une TSH qui est inadaptée. L'une des explications, c'est très certainement une modification de la bioactivité de cette TSH. Oui, elle est là, mais elle n'est pas active, ce qui fait que le patient ou la patiente va avoir une T4 qui baisse avec une non-augmentation de la TSH. Alors, quand on a un déficit thyréotrope, là aussi, c'est quelque chose que seul le spécialiste doit prendre en charge. La T4 doit rester proche de la limite supérieure de la normale. Et puis, c'est là où on va avoir une indication à faire la T3. La T3 n'est pas un bilan de la médecine en dehors de l'endocrino. La T3, c'est un bilan que nous, on peut demander dans certaines situations, dont celle-ci, puisqu'elle peut signer le surdosage. Et en principe, quand on a fait le diagnostic d'une insuffisance thyréotrope, plus besoin d'aller rechercher la TSH. Alors, je reviens aux médicaments. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait certains médicaments qui pouvaient entraîner des hypothyroïdies, d'ailleurs parfois même des hyperthyroïdies pour l'amiodarone. Pareil pour le lithium et les interférons et les antithyroïdines kinases, d'où l'intérêt d'aller travailler avec les médecins qui utilisent ces traitements pour faire le diagnostic en amont de l'hypothyroïdie. Alors, dernière petite chose, c'est ces patients qui viennent nous voir. Alors, on n'a pas encore la nouvelle formule de lévothyrox, mais on a quand même quelques patients, on en a eu un cette année, qui vient et qui nous dit « Docteur, je suis allergique, je ne supporte pas le traitement. Docteur, quand je prends mon traitement, j'ai des éruptions. » Eh bien, ça peut arriver. Donc, on peut avoir des allergies, notamment aux colorants, aux excipients qu'on va avoir. On peut avoir aussi rarement des allergies à la T4. Et dans ces cas-là, on va utiliser d'autres thérapies. Enfin, lorsque
le patient se plaint et vient vous voir. S'il vous plaît, on ne va pas changer le dosage de lévothyrox de 12,5. On augmente, on diminue, on augmente, on diminue tous les 3 mois. On sait qu'il peut y avoir un problème d'adhérence thérapeutique, mais aussi des situations d'interaction médicamenteuse ou simplement des situations où le patient va prendre son traitement. C'est pourquoi on insiste beaucoup pour avoir une absorption intestinale optimale, que le traitement soit pris non pas un quart d'heure ou 20 minutes, mais 1 heure avant le petit déjeuner. Ils peuvent aussi le prendre s'ils se réveillent pour le fajr. Et ensuite dormir, ça ne va pas donner de problème d'estomac, ils pourront avoir l'heure sans problème avant d'avoir leur petit déjeuner. Et puis on sait qu'il va falloir faire attention parce que c'est certains aliments, notamment les aliments contenant des fibres, le café, c'est ce qu'on prend le matin souvent, peuvent altérer l'absorption, réduire l'absorption comme vous le voyez ici. Enfin, on a beaucoup d'autres médicaments ou facteurs qui vont modifier les besoins en hormones thyroïdiennes. Ils peuvent les majorer quand on va avoir une prise de poids chez un hypothyroïdien, puisqu'on va avoir du lévothyrox qui va être prescrit en fonction du poids. Vous avez vu tout à l'heure la grossesse, mais également des patients qui peuvent avoir des traitements qui peuvent interférer, des traitements usuels de tous les jours, d'où l'intérêt d'éduquer les patients et de leur dire si vous avez, ou si un de vos médecins, parce que ce n'est pas nous qui prescrivons ces traitements, vous prescrit cela, vérifiez qu'il n'y a pas d'interférence avec nous et surtout, vous devez espacer les prises d'au moins 2 heures. Donc tous ces médicaments, le fer, etc., que les patients vont prendre le matin, on va plutôt leur proposer de prendre ça vers midi. Dernier message, ces hypothyroïdiens avec TSH très élevé, quand on va avoir des TSH à 100, est-ce qu'ils ont aussi un déficit en cortisol? Oui? Oui? Peut-être. C'est peut-être. En fait, pendant longtemps, tous les patients qui allaient avoir une TSH très élevée, lorsqu'on les traitait par lévothyroxine, bien entendu, on va y aller progressivement, surtout si c'était des sujets fragiles, on commençait d'abord par donner de la corticothérapie, parfois même à forte dose. Alors, il faut juste être un peu plus modéré et plus tranquille par rapport à cette situation, puisqu'en fait, quand on va avoir une hypothyroïdie, tous les métabolites du cortisol, à cause de l'hypométabolisme, vont être bas. Et dans les études, quand on va traiter les patients sans corticoïdes par le lévothyrox, elle majore la clairance finalement du cortisol et tout revient, tout se corrige. Donc, s'il n'y a pas d'insuffisance corticotrope associée parce que c'était une origine haute, vous n'avez pas besoin d'associer le corticoïde en même temps et vous pouvez y aller tranquillement chez vos patients. Voici ma dernière slide. Alors, dans les comas hypothyroïdiens, lorsqu'on va avoir des comas hypothyroïdiens, souvent c'est dû à des maladies de Sheehan ou des causes hautes. Bien entendu, tu dois le faire et tu le ffais en premier parce qu'il y a un double déficit. Ça, bien entendu. Quand c'est une origine haute, bien entendu que tu vas commencer d'ailleurs par les misuccinates d'hydrocortisone à ce moment-là, puis l'hydrocortisone, et ensuite tu prends le relais par le lévothyrox. Sinon, tu risques d'entraîner même une mortalité de ce patient. Donc, si j'ai choisi volontairement, devant un parterre de spécialistes en majorité, de dire que l'hypothyroïdie était une prise en charge spécialisée, c'est que, comme vous l'avez bien vu, elle l'est dans beaucoup de situations. Maintenant, quand on travaille avec nos collègues, il faut qu'ils comprennent bien que la référence à l'endocrinologue, elle est très nombreuse. Ce n'est pas uniquement les femmes enceintes, les sujets âgés, les sujets fragiles et l'insuffisance thyréotrope. C'est aussi à chaque fois qu'on n'arrive pas à normaliser la TSH. Et c'est souvent, c'est à chaque fois qu'on va avoir des résultats discordants, il ne faut surtout pas se précipiter pour traiter les patients, mais l'adresser à l'endocrinologue. Bien entendu, les thyroïdes aussi nodulaires... Pardon ? Les thyroïdes nodulaires sont importantes parce que les nodules vont être stadifiés. Et puis, par la suite, on pourra travailler main dans la main avec toutes les spécialités et j'espère que nous pourrons continuer à exercer et à traiter les patients hypothyroïdiens le plus simplement possible, bien entendu, mais aussi dépister ces situations complexes et compliquées qui, mal prises en charge, peuvent entraîner des complications. Et je vous remercie.
Merci beaucoup, Inde, pour ta présentation. En fait, le traitement de l'hypothyroïdie n'a pas encore révélé tous ses secrets. Et à ce titre-là, je voudrais profiter du micro pour te dire qu'il y a des malades qui parfois sont à l'objectif de TSH, mais ils ne se sentent pas bien, soit en hyper ou en hypothyroïdie. Et donc, il y a une discordance clinico-biologique. Et que faire dans ces situations-là? Et deuxième chose, avec la médiatisation, on parle beaucoup des micronutriments et hypothyroïdie. Nos malades demandent du sélénium, demandent de l'iode. Donc là aussi, c'est... Alors, il y a deux questions, merci beaucoup. D'abord, la première, les patients qui ne se sentent pas bien malgré que la TSH est à l'objectif. Alors, on en a, nous, il y en a aussi bien avec la formule que nous avons, nous, qu'avec la nouvelle formule, mais ce n'est pas les mêmes. Je pense que ce sont des patients qui ont été ceux chez qui on a essayé la T3 aussi, c'est possible dans ces situations. Mais d'abord, il va falloir rester clinicien et vérifier qu'il n'y a pas autre chose, notamment une dépression ou autre chose qui peut expliquer leur mal-être. Je commencerai d'abord par la clinique, si jamais ils ont une TSH à l'objectif, avant de voir si jamais ils ne tolèrent pas justement cette TSH, de rester clinicien et de vérifier qu'il n'y a rien avant d'aller proposer autre chose. Le souci qu'on a, c'est notamment cette nouvelle formule qu'on va avoir bientôt au Maroc et qui a entraîné un tollé, surtout en France d'ailleurs, et qui a posé problème à nos patients. Vous avez tous eu des patients qui, après, quand il y avait le souci en France, vous ont appelé en vous disant « je me sens mal, ça doit être le lévothyrox », alors que nous n'avions pas encore changé de formule, ce qui fait que l'effet nocebo avec cette médiatisation est vraiment très important. Ce qui me chagrine beaucoup, c'est la deuxième partie de ta question, c'est le côté micronutriments et d'autres poudres et autres gélules qui sont médiatisées dans les réseaux sociaux sous forme de tyronine, ou je suis désolée si c'est la marque, je ne me rappelle plus très bien, mais en tout cas il y a Tyro à chaque fois, et qui, chez certains de nos patients, voilà, ils vont prendre ce traitement, ils vont prendre... ces gélules, parce que ce ne sont pas des traitements, ils peuvent arrêter le lévothyrox et ça peut entraîner des complications, d'où l'intérêt d'être accessible, de parler dans les réseaux sociaux et d'expliquer le vrai du faux. Alors le sélénium et bien entendu l'iode. Alors l'iode, on le prend habituellement pour les femmes enceintes, notamment, enfin les femmes qui veulent être enceintes. Le sélénium, on n'en a pas tous besoin comme ça, mais c'est très médiatisé aussi. Ça peut entraîner d'autres types de complications parce qu'ils font des surdosages. Donc, il faut rester pareil. Il faut expliquer aux patients. Je dis jamais je suis contre, parce que quand je dis je suis contre, ils prennent tout ce qu'ils veulent et ils nous racontent rien. Donc, habituellement, je dis OK, oui, c'est vrai. On peut avoir à des doses peut-être très faibles des avantages. Je ne dis pas non. Mais soit vous n'avez pas de maladie, donc peut-être que vous n'en avez pas forcément besoin en fonction des situations, ou pas de risque d'avoir cette maladie. Et s'ils sont déjà traités, je leur dis que ça ne va peut-être pas apporter grand-chose. La micronutrition, oui, mais la micronutrition pour les non-malades, quand ils sont malades, eh bien, on va quand même rester clinicien et garder ces traitements. En tout cas, c'est mon point de vue qui peut se discuter. On n'est pas... voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Oui, il y a une différence... Oui, alors on est très heureux maintenant au Maroc, on a aussi la forme goutte. Et il existe aussi les capsules en fait, les capsules, les T-caps. Les deux ont un avantage, c'est surtout au niveau digestif. Tous ces patients qui ont des problèmes digestifs et qui, lorsqu'ils prennent la lévothyroxine, le lévothyrox, vont avoir une variabilité au niveau de l'absorption, eh bien, alors la forme goutte, oui, normalement c'est pour les enfants. Au Maroc, les personnes qui ont des problèmes gastriques et des problèmes d'absorption, on leur donne aussi, mais ça fait beaucoup de gouttes in fine, mais au moins c'est absorbé et on va avoir une normalisation de la TSH dans ces cas-là qui va être intéressante. Donc oui, pour l'instant on n'a que les gouttes, mais il existe une autre forme intéressante en capsule qui là aussi va dépasser et va pouvoir être absorbée sans problème. Donc oui. Donc micro de ce côté s'il vous plaît.
Merci, professeur Erraqi. Moi, j'ai une question par rapport au ramadan. Comment vous faites pour gérer la prise de lévothyrox pendant le ramadan? Vous préférez avant l'iftar, avant le suhoor? Quel conseil donner aux patients? Alors, je pense qu'ici, dans la salle, on s'est tous posé la question et on a tous eu des patients qui nous ont dit qu'est-ce que je fais? Moi, si jamais je dois attendre 1 heure après le ftour, ils vont manger une demi-heure à 1 heure après. Donc, on sait que c'est un peu compliqué et on a vu aussi que l'absorption était un peu modifiée lorsque on faisait avec l'alimentation. Alors moi, j'ai les deux possibilités. S'ils se réveillent régulièrement et qu'ils sont sûrs de se réveiller, entre guillemets, on peut le faire. Oui, avant. Alors ça, il y a deux possibilités. Soit on fait 1 heure, on va dire pendant Ramadan, je réduis à une demi-heure. Et ensuite, ils vont manger pour suhoor. Si jamais, par contre, ils vont avoir le ftour et ils ne vont rien manger avant suhoor, donc il y aura 3 heures de battement sans rien manger, on peut le prendre au coucher. Donc ça va dépendre des habitudes des patients. Les deux sont possibles, mais il faut que le patient, après le ftour, il arrête de manger pendant 3 heures pour que finalement on puisse prendre le lévothyrox. Il y a des pays comme la Grande-Bretagne, donc les Anglais, ils ont le supper et ensuite ils arrêtent de manger. Et donc eux, ils ont aussi tendance à utiliser le lévothyrox au coucher plutôt que le matin comme nous. Maintenant, c'est ce que j'utilise, je m'adapte aux patients. C'est ça l'individualisation, même en thyroïde. Merci beaucoup. Une dernière question. S'il vous plaît, je voudrais vous demander, par rapport aux enfants et aux adolescents, c'est très bien que l'équilibre thyroïdien est important pour la croissance et la puberté, traité à partir de quel taux de TSH? On sait très bien que les valeurs pour l'enfant et l'adolescent, surtout les préadolescents, ils sont un peu différents. Vous traitez à partir de quel taux de TSH? Alors nous, surtout quand il y a des anticorps positifs. Merci. Alors pareil, nous, dans notre hôpital, on traite à partir de 16 ans. On n'a pas les enfants ni les préados. Ce qui est sûr, c'est que tu vas traiter les hypothyroïdies patentes chez ces enfants-là. Tu ne vas pas traiter non plus les hypothyroïdies infracliniques. Il faut que la TSH dépasse la norme. C'est qu'à la naissance, on va avoir sur papier buvard un seuil à 20 milliunités. Mais sinon, ensuite, les valeurs vont être assez proche de l'adulte, à 15-16 ans. Et par contre, il faut que la T4 soit basse. Tu ne vas pas traiter simplement une TSH à 5. Et on a malheureusement beaucoup de ces situations. Je ne vais pas dire chez le préado, moi, ou l'ado, mais j'ai beaucoup d'adultes qui sont traités par 25 microgrammes de lévothyroxine alors qu'ils pèsent 80 kilos, qui ont eu une fois dans leur vie une TSH à 5 ou à 6. Ils sont jeunes, ils ont une TSH à 5 ou à 6, mais comme ils étaient fatigués, on leur a donné du lévothyrox, 25 microgrammes. Je ne suis pas contre l'homéopathie, mais là, il n'y avait aucune justification et finalement, ça ne va pas servir à grand-chose dans ces situations. Donc, pareil pour l'enfant, c'est les hypothyroïdies patentes et ce n'est pas tant la TSH qui va s'élever, c'est beaucoup la TSH concomitante à une T4 qui va s'élever, qui va conditionner les traitements. Alors, je n'ai pas d'expérience, par contre, par rapport aux enfants de moins de 12 ans qui vont être traités par les pédiatres. Merci. Donc, on a une pause café actuellement. Vous pouvez... Oui. Je reprends ma casquette Smédian, s'il vous plaît. Il y a un atelier avec les impédance-mètres, si vous voulez aller voir combien votre masse grasse et votre masse maigre et combien vous pouvez faire bénéficier vos patients de cet outil est intéressante. Dans la salle juste à côté, n'hésitez pas à prendre votre café et à aller visiter. Merci beaucoup.